Vraiment, je voulais vous remercier toutes les deux d'avoir été si persévérantes pour reprogrammer ce cycle maintes fois repoussé. C'est un vrai plaisir de commencer l'année universitaire en ayant un public devant soi et non pas un public devant un écran. Donc, je suis vraiment très contente d'être ici aujourd'hui. Donc, avant de vous parler davantage de mes recherches sur les maîtresses de pension, je voulais quand même dire un mot sur mes prédécesseurs et notamment Françoise Mayer qui, dans les années 70, avait déjà fait une très grosse recherche, surtout sur les premiers lycées et collèges de jeunes filles, mais également dans ce livre que vous voyez à l'écran sur le 19e siècle où elle parle pas mal des pensionnats, et notamment des pensionnats parisiens, mais je crois qu'elle n'est pas allée dans les archives départementales, c'est surtout à partir des archives nationales. Et puis ensuite, je voulais aussi signaler que il y a bon, je dis une jeune historienne, mais on a maintenant vieilli toutes les deux depuis qu'elle a fait sa thèse, qui était une comparaison entre les établissements français et anglais. Et on a, disons, nos travaux, le mien, qui est là, Les bourgeois au pensionnat, ce qui est une traduction d'un livre paru d'abord en anglais et qui date déjà de 2007, donc ça fait un petit moment. C'est deux livres très complémentaires. Puis une dernière remerciement de mes prédécesseurs qui m'ont aidé à penser ce sujet va à mon beau-père qui n'est pas là avec nous ce soir parce qu'il est maintenant très âgé, mais qui, grâce à ce recueil que vous voyez ici, m'a énormément aidé dans mon travail sur les maîtresses de pension, parce que c'est un grand fidèle des archives départementales de Paris, un généalogiste au départ qui a épuisé sa famille et qui s'est lancé du coup dans mes maîtresses de pension et qui a fourni beaucoup des éléments sociologiques dont je dispose sur ces femmes. Et je vous en dirai un mot par la suite. Donc, ce que je souhaitais faire aujourd'hui, c'est en 3 temps parler dans un premier temps de qui sont ces maîtresses de pension, que font-elles, quelles sont leurs qualifications, est-ce que c'est au fond un tout petit objet ou c'est un objet un peu plus large, parce qu'évidemment je cherche à défendre cette idée-là. Ensuite, je voudrais insister sur la manière dont, donc c'est un portrait un peu sociologique que je vous donne. Dans un deuxième temps, regarder un peu de plus près certaines actrices, certaines figures un peu emblématiques qui ont vraiment, qui se sont organisées, battues, toute proportion gardée, pour professionnaliser le métier d'enseignante, notamment ces maîtresses de pension qui s'adressaient surtout à des bourgeoises. Et puis, dans un troisième temps, vous parlez de celle sur laquelle je travaille, Joséphine Bachellery, dont un fonds privé vient d'être versé aux archives départementales et qui, après 25 ans de travail sur les maîtresses de pension, m'oblige à repenser quand même certains éléments et puis d'intégrer de nouvelles perspectives par rapport à ce que j'ai pu faire depuis maintenant bien longtemps. Donc, si je m'intéresse aux maîtresses de pension, et les maîtresses de pension parisiennes en particulier, c'est parce que je partage avec Françoise Mayer la conviction que des établissements privés tenus par des femmes laïques étaient nombreux et importants dans la structuration d'une offre scolaire pour les jeunes filles des classes moyennes, de la bourgeoisie et aussi un peu pour l'aristocratie, même si c'est plutôt les congrégations. L'aristocratie va plutôt vers les congrégations. Et que dans l'ensemble, l'historiographie républicaine en France avait minimisé l'action de ces femmes laïques
en partie pour mettre en exergue le rôle des congrégations, parce que justement l'État cherche à retirer l'éducation des filles des congrégations. Et ce récit-là, qui est bien implanté dans l'historiographie, a tendance à faire effacer ces figures qui, quand même, d'après moi, d'après Frances Meyer, d'après les travaux de Christine de Bellègue, ont quand même vraiment contribué, notamment à Paris, à structurer un réseau d'établissements pour des filles de type secondaire, c'est-à-dire se visant plutôt des jeunes filles qui ont entre 10 et 11 ans et pendant quelques années, avec un enseignement qui va au-delà des rudiments. Donc, l'un des axes de mes recherches ont été d'essayer de montrer cette offre, et grâce aux travaux de mon beau-père, à répertorier ces quelques 1676 maîtresses de pension qu'on trouve dans les annuaires de commerce et dont on retrouve les traces au sein des archives départementales ici. Alors, elles sont moins visibles sans doute que les grandes congrégations religieuses comme le Sacré-Cœur, qui avait un établissement dans ce qui est maintenant le musée Rodin, ou Notre-Dame des Oiseaux, ou d'autres encore, parce que c'est des établissements plus petits, mais en même temps, elles sont beaucoup plus nombreuses que les congrégations, même si ce chiffre, c'est évidemment sur c'est 1800 à 1880, où j'ai répertorié toutes ces femmes dans les annuaires. Alors, quand on regarde de plus près, évidemment, il y en a beaucoup, en effet, qui ouvrent un pensionnat et puis 2 ans plus tard, elles ont disparu. Donc, ce n'est pas des établissements qui laissent toujours une très grande place. Mais grâce à cette base de données, j'ai pu montrer qu'en fait, plus de 800, donc presque la moitié, vont diriger un établissement qui dure plus de 10 ans à Paris au moins. Et puis, beaucoup viennent d'autres départements avant d'ouvrir. Donc, c'est pas du tout négligeable. Plus d'un 5e dirige un établissement pendant plus de 20 ans. Et là, vous voyez un graphique qui montre que quand même, en noir, c'est avant 1800. J'ai distingué entre les établissements ouverts avant 1850. Donc, vous voyez quand même une petite... Après 1850, elles ont tendance à durer un peu plus longtemps. Donc, on voit quand même un peu des femmes qui restent plus longtemps dans le métier, même si j'ai beaucoup de mal à savoir ce qu'elles font après si elles arrêtent de diriger leur pensionnat. Et qui a finalement 7,6% de mon échantillon qui ouvrent et ferment leur établissement dans l'année. Donc, c'est un petit pourcentage qui, quand même, sont très évanescents. Alors, ce phénomène, on le voit ailleurs en France, mais c'est particulièrement dense à Paris, évidemment. C'est la raison pour laquelle le travail dans les archives ici a été particulièrement chronophage, mais avec un résultat plus intéressant. Donc, j'ai aussi essayé de montrer l'évolution en termes du nombre d'établissements à des années précis, et puis la manière dont elles bougent dans l'espace parisien. Parce que ce qu'avait dit Frances Meyer, sans avoir fait une analyse de ce type, c'est qu'au fond, avant la Révolution de 1840, elles sont plutôt dans le centre de Paris, près de leur clientèle, et qu'ensuite elles partent vers les banlieues, et notamment la banlieue de l'Ouest, où est leur clientèle. Alors, l'objectif de la carte, c'était de montrer ça donc en 1945. Vous voyez les anciens arrondissements. En effet, l'Ouest plus bourgeois est là où il y a le plus de pensionnats, mais il y en a quand même un peu partout dans l'espace parisien, et qu'en 62, il y en a plus.
En effet, elles sont peut-être un peu plus vers l'ouest, mais elles n'ont pas du tout déserté le centre de Paris. Donc, elles continuent à être une vraie présence offrant des places. Et puis, vous voyez des chiffres par rapport au nombre d'établissements, au nombre d'élèves. Alors, ce n'est pas des chiffres gigantesques, je vous l'accorde, mais quand même, aux 14 000 élèves, à un moment, alors j'ai noté quelque part, en 1848, on trouve 55 000 garçons et filles dans les écoles primaires à Paris, donc des écoles beaucoup plus rudimentaires par rapport à 13 000, à peu près 13 500 dans ces établissements. Donc c'est par rapport à une offre, les filles dans des établissements qui vont au-delà du primaire ne sont pas du tout négligeables. Je me suis aussi intéressée aux origines sociales. D'où vient-elle? Parce qu'il y a une représentation très forte que les femmes qui ouvrent des établissements sont des femmes dont, pour X ou Y raison, ont besoin de gagner leur vie, donc un soupçon de mercantilisme par rapport à une vocation de la religieuse, et l'idée que peut-être, oui, qu'elles sont peut-être pas tout à fait comme il faut, surtout dans le milieu bourgeois, en se lançant dans cette entreprise d'ouvrir un pensionnat pour accueillir des jeunes filles. Alors là, vous pouvez certainement pas lire les différentes catégorisations sociales, mais ce qui, moi, m'a intéressé, c'est de pouvoir montrer qu'il y a presque la moitié de ces femmes qui sont en fait de familles vraiment modestes, avec des pères qui sont des ouvriers qualifiés, des artisans, des petits commerçants, des employés, et que de fait, ouvrir un pensionnat, c'est clairement une forme de promotion sociale, c'est se ranger dans la catégorie des bourgeois parce qu'on s'adresse plutôt à des familles bourgeoises en ouvrant un pensionnat. Et cette analyse, j'ai pu l'appuyer en regardant, grâce au travail de mon beau-père, avec qui ces femmes se marient. Et il y en a beaucoup qui se marient au-dessus, avec notamment des hommes du milieu de l'enseignement. Et donc, on trouve assez souvent des couples qui sont engagés dans l'enseignement à la tête de ces différents établissements. L'autre idée qu'on pourrait avoir, qui est très répandue à l'époque, c'est des femmes qui ne peuvent pas qui doivent travailler parce qu'elles n'ont pas de dot et qu'elles sont célibataires, et elles font ça en attendant peut-être de trouver une meilleure solution, c'est-à-dire de se marier. Et qu'en réalité, vous voyez, à peu près 60% sont mariés. Et donc, c'est vraiment une entreprise qui continue très long, pour beaucoup, au-delà du mariage, et qui constitue vraiment un métier, et non pas simplement un moment dans la vie d'une femme. Ce qui va vraiment à l'encontre de ce qu'on imagine à l'époque, et aussi de ce qu'on voit à l'étranger, où très souvent les femmes dans l'enseignement, elles sont très jeunes. Et puis, quand elles se marient, il y a une très forte pression sociale pour qu'elles arrêtent d'enseigner. C'est moins vrai en France, où la culture du travail est clairement, pour les femmes, résiste mieux à cette expérience du mariage. Oui. Si je peux me permettre, pourquoi, quand la profession du père ou du mari est fonctionnaire supérieur, il n'y a quasiment personne? Oui, alors c'est vrai que là, il y en a très peu. C'est clairement des femmes qui cherchent qui ont besoin de travailler. Je pense que les femmes qui viennent de milieux nettement plus aisés, dont l'enseignement sont plutôt dans des congrégations à cette époque que dans des maîtresses, que dans des pensionnats. Et ces établissements sont souvent des affaires de famille, pas seulement des couples, mari et femme, mais aussi beaucoup des femmes avec leurs sœurs, qui soit elles tiennent
officiellement ensemble la responsabilité du pensionnat, soit elles emploient leurs sœurs, comme par exemple une inspection qui révèle que Virginie Ray, qui tient un pensionnat rue Faubourg Saint-Honoré dans les années 50, elle accueille 12 pensionnaires et 32 externes, donc ça vous donne une petite idée, un peu plus d'une cinquantaine de jeunes filles. C'est une jeune femme qui a fait un diplôme d'enseignement à Saint-Pétersbourg en Russie, où sa mère avait tenu un pensionnat. Son frère se charge des cours dans des matières un peu plus classiques au sein de l'école, et ses deux sœurs sont inscrites comme sous-maîtresses dans l'établissement et ne possèdent pas de diplôme d'enseignement, mais elles enseignent l'une l'anglais et l'autre l'italien. Donc ce type de petite entreprise familiale est relativement courant. Beaucoup d'exemples aussi de tantes, de nièces, de mères et de filles, d'épouses et de belles-sœurs dans ces différents établissements. Alors, la deuxième axe de mes recherches sur ces femmes ont été de regarder la manière dont elles font cette offre scolaire qui est en croissance durant la première moitié du siècle, est accompagnée par une forme de professionnalisation du métier de la maîtresse de pension ou celle qui enseigne dans le pension. C'est là où les archives ici sont très précieux parce on a toute cette réglementation concernant les maîtresses de pension qui commence très tôt à Paris. Dès 1805, le préfet de Paris oblige les maîtresses de pension à obtenir l'autorisation du maire de leur arrondissement pour produire un certificat d'enseignement, un peu vague ce que ça veut dire, et à transmettre un certificat de moralité, ce qui est très important, notamment attestant de leur loyauté envers le pouvoir politique. Mais les règlements commencent avec ce premier règlement ici des écoles de filles pour le département de la Seine. On demande des examens de qualification, on met en place des inspectrices pour surveiller les écoles et on crée un bureau de placement pour ce qu'on appelle les maîtresses d'études, qui sont les femmes plus jeunes, les maîtresses d'études qui viennent en appui dans ces établissements. En 1821, cet arrêté de 1815 va un peu contrôler les matières dans lesquelles on est testé, où il y a moins de... Avant, c'était un peu un choix, on pouvait tester sur ce qu'on voulait, et maintenant, on va insister sur le fait qu'il faut être testé en grammaire française, l'arithmétique, l'histoire et la géographie. Donc, on est dans un niveau au-delà du primaire, puisqu'il y a cette histoire et la géographie. Mais c'est plutôt à partir de 1821 qu'on voit un règlement beaucoup plus précis qui essaie de contrôler qui sont les femmes qui ouvrent des établissements, la nature des études qui sont mises dedans et qui commence à réglementer les certificats qui attestent des connaissances de ces femmes. Et notamment, on voit la mise en place de commissions pour l'examen à l'hôtel de ville, qui est des examens qui vont continuer jusqu'au XXe siècle et qui auront un succès croissant par rapport aux jeunes filles qui, même quand elles ne visent pas l'enseignement, vont vouloir passer un brevet attestant de ce que des différents niveaux de cet examen de l'hôtel de ville. Et c'est là aussi on va mettre en place un inspectorat de femmes en disant l'opinion publique pourrait être alarmée de voir les pensionnats de filles inspectés par des hommes. Afin que les inspections n'inspirent pas des idées étrangères à leur mission, il est essentiel que ce soit les femmes qui conduisent ces inspections. Celles-ci doivent vérifier l'existence des qualifications, contrôler les conditions sanitaires et hygiéniques, mesurer la distance entre les lits des pensionnaires, vérifier l'emplacement des fenêtres, la présence des deux sexes. Bon, l'idée, c'est d'éviter la présence des deux sexes, évidemment. S'assurer que les pratiques religieuses sont observées, que la nourriture est abondante et saine, que les punitions et les récompenses sont appropriées. Donc, vous voyez un certain nombre de contrôles
sur les qualifications, mais beaucoup qui concernent des questions de moralité. Et si les fenêtres, c'est moins à cause d'un souci de pandémie et de l'aération, que vis-à-vis de ce qu'on pourrait voir par la fenêtre, ce que ceux à l'extérieur pourraient voir à l'intérieur. On le voit bien dans les inspections. Donc on voit en 1821 déjà cette volonté de la municipalité de contrôler ce qui se passe dans les pensionnats, alors qu'il n'y en a pas beaucoup à cette époque, parce que c'est vraiment à partir des années 1830 qu'on voit une grosse croissance de ces pensionnats, accompagné d'un mouvement, un mouvement qu'on peut qualifier de féministe, qui recherche plus de possibilités pour les femmes et notamment plus d'éducation pour les jeunes filles. Et à Paris, ça va se traduire par ce règlement de 1837 qui établit une ferme... Qui simplifie la hiérarchie entre les différents établissements pour les filles. Les Français, ils aiment beaucoup les hiérarchisations. Donc, les premiers règlements créaient 3 niveaux, des écoles secondaires en bas, des pensions au milieu, des institutions en haut. 37, on se dit, bon, c'est un peu compliqué d'avoir 3 niveaux. On va rester à 2 niveaux, les pensionnats et les institutions, avec des qualifications différentes pour les deux. Mais surtout, on insiste là la directrice d'une pension, outre des éléments de lecture, d'écriture, d'instruction morale, doit connaître l'histoire de France, la géographie moderne, la physique, des éléments de physique, de sciences naturelles, tout ce qui est art et dessin, musique, les travaux d'aiguille, les langues étrangères. Donc on voit quand même un ensemble de matières qui sont considérées comme étant importants pour ces femmes. Alors, ces efforts de réglementation, on voit bien dans les inspections que on ne fait pas comme ça pour que tout d'un coup on arrive à moraliser l'ensemble de la situation, à s'assurer que tout le monde a les qualifications requises. Les archives sont donc très précieuses pour montrer le nombre, les sous-maîtresses qui n'ont pas qui n'ont pas les diplômes, des femmes qui disent qu'elles ont une institution alors qu'elles ont que les qualifications pour ouvrir une pension, des pensionnats où il y a effectivement trop de la présence d'hommes, ce genre de choses. Et ce sont des choses qui défrayent un peu la chronique, notamment quand il s'agit des questions de mœurs. Donc là, c'est une image humoristique, évidemment, des échanges de lettres entre un jeune homme, sans doute en armée, à l'extérieur, et les jeunes filles à l'intérieur du pensionnat qui font passer des petits mots doux. Mais j'ai trouvé toute une série de ce que j'ai appelé des drames au sein des pensionnats qui témoignent du fait que c'est vraiment ça qu'on cherche à prévenir. On a par exemple le couple Clippé dans les années 40. La femme meurt, c'est elle qui était la maîtresse de pension, et son mari continue à s'occuper du pensionnat tout seul, tout en admettant des dames protestantes plus âgées dont on soupçonne qu'elles sont de mœurs douteuses. Donc on trouve des discussions sur ces situations-là où dans le pensionnat Alix, on trouve une jeune femme de 26 ans aux mœurs également jugées douteuses. Et donc, du coup, on intervient pour essayer de faire quelque chose. Ou alors, on trouve en 1850, dans la pension des Madame Le Breton et Pernollet, et là, il y a une investigation policière et l'établissement est fermé parce qu'on découvre que Madame Le Breton emmenait sa fille de 15 ans, certaines sous-maîtresses de son pensionnat et quelques élèves chez un monsieur Cartier atteint d'une monomanie de lécherie. Je mets entre guillemets. Donc, clairement, pas quelque chose qu'on souhaite dans un pensionnat de jeunes filles.
Et Madame Desbrières, de son côté, est accusée d'autoriser l'échange de mots d'amour entre ses pensionnaires et les pensionnaires des garçons qui vivent à côté. Donc, cette image satirique correspond à une petite réalité qu'on retrouve dans les archives. Et on voit que ce n'est pas seulement dans l'imaginaire de Balzac qui pouvait écrire qu'une jeune femme peut quitter le pensionnat vierge, mais jamais chaste. En effet, il y a des choses qui se passent, mais c'est sans doute minoritaire et même si c'est des histoires assez croustillantes qui m'ont intéressée, notamment dans plusieurs articles que j'ai écrits il y a maintenant une vingtaine d'années. Donc on cherche à contrôler, mais ce qu'on voit notamment par un travail que j'ai pu faire sur les sous-maîtresses, c'est que progressivement, on voit qu'il y a une trajectoire de professionnalisation pour des jeunes femmes qui, d'abord comme élèves, pour X ou Y raison, se destinent à travailler, à ne pas se marier à la suite de leurs études, qui restent dans le pensionnat où elles sont formées comme sous-maîtresses, et puis ensuite qui vont bouger et finalement devenir maîtresses de pensionnat elles-mêmes. Et on voit vraiment cette trajectoire de professionnalisation qui se met en place et qui est difficile à cerner parce qu'il n'y a pas de lieu de formation pour ces femmes par ailleurs. Il n'y a pas d'école normale ou vraiment très très peu de lieux de formation. C'est une forme d'apprentissage sur le tas. Alors, dans un deuxième temps, je voulais insister sur des figures de femmes qui ont œuvré pour que ça devienne un métier féminin avec qui est quelque chose qu'on souhaite que des jeunes filles ont un peu un parcours pour le faire. Alors, cette professionnalisation, on le voit un peu en creux quand on regarde les prospectus des établissements et quand on lit les discours prononcés dans les fêtes de fin d'année dans les établissements. Donc là, je vous donne deux exemples à deux périodes bien différentes. Un premier prospectus de Madame Loiseau qui est dans un quartier où il y a beaucoup de pensionnats, près des Champs-Élysées, dans l'ouest, dans le rive droite, dans l'ouest, où vous voyez une présentation où, dans la deuxième page, il y aura des éléments sur le programme d'enseignement, mais quand même, ce qu'on met en avant, surtout, c'est qu'elle est située dans le quartier le plus beau et le plus salubre, qu'elle a des constructions et des distributions nouvelles, distributions architecturales, des grands dortoirs de belle classe, une vaste récréation d'hiver, le jardin est aéré, la nourriture saine et variée, on inspire une piété éclairée, etc. On n'a quand même pas l'impression d'une institution qui forme de futures enseignantes, et c'est certainement pas le cas à cette époque-là. Quelques décennies plus tard, ce prospectus de Mademoiselle Legrand est bien différent, non seulement dans sa présentation, mais aussi dans ce qu'ils annoncent, et notamment d'abord le fait qu'on prépare aux examens des divers degrés. Donc elle est clairement consciente qu'il y a une demande des familles à ce que les filles soient préparées à ces examens étant massivement ces diplômes de l'hôtel de ville qui permet d'enseigner. Et ce que vous voyez sans doute à l'écran, ça insiste sur certains éléments. D'abord et vous voyez dans les deux cas, c'est des établissements qui s'insistent dans une pérennité avec un établissement avant. En disant avant, il y avait Madame qui s'en occupait, Duhamel et Mauclair, et avec Mademoiselle Legrand, c'était la maison Catherine. Donc on insiste sur des établissements qui sont là depuis longtemps. Et puis,
il y a aussi dans les deux cas une insistance sur le fait qu'on, Mademoiselle Legrand, elle dit il faut aux jeunes filles destinées un jour à être des épouses et des mères de famille la force morale qui les soutiendra dans leurs tâches et une instruction suffisamment développée qui les initie aux questions importantes soulevées autour d'elles. Donc une idée qu'on forme des futures mères de famille. Mais on voit déjà avec Mademoiselle Legrand prépare des examens, donc il y a peut-être une ouverture vers autre chose. Et dans la liste de ce qu'on propose, vous voyez sans doute pas, hein, mais il y a quand même beaucoup d'éléments qui dépassent le b.a.-ba. Il y a l'histoire générale et l'histoire de France, la géographie, l'arithmétique, le système métrique, la tenue des livres, hein, parce que c'est sans doute cet établissement vise les petites classes moyennes. C'est le moment où on commence à développer, les femmes deviennent comptables, donc la tenue des livres est importante. Et ce qu'on voit partout, évidemment aussi, c'est les travaux d'aiguille, hein, parce que toute femme qui se respecte, c'est faire des tas de choses avec ses mains. Un autre prospectus, plus joli, hein, plus esthétique, tout ça on les trouve dans les archives ici, et qui m'a beaucoup intéressée avant d'en savoir récemment beaucoup plus sur cet établissement. Vous voyez, sans le dire, un même effort de dire bel espace important, jardin, aéré. On voit aussi des récompenses. On a eu une médaille d'honneur en 1877. On insiste sur le fait qu'on accueille des jeunes filles anglaises, a boarding school for young girls, und auch für die Mädchen allemands. Et là, on découvre que c'est pour les juives allemandes. C'est vraiment un établissement pour jeunes filles juives. Également, un établissement existe depuis longtemps, hein, qui s'appelle les Neymark et qui est maintenant Madame Kahn, et qui en fait est aussi un lieu où se forment les futures institutrices de l'Alliance israélite universelle qui est créée en 1860 à Paris et qui vise à la création d'établissements scolaires dans le bassin méditerranéen jusqu'en Iran et qui accueille donc 10-15 jeunes filles par an à partir des années 70-80 qui sont formées pour devenir des institutrices qui vont partir dans non seulement des colonies françaises, hein, il y en a beaucoup en Tunisie, mais également dans l'Empire ottoman, et donc des institutions qui, sous des dehors très en forme de jeunes filles juives qui vont se marier par la suite, c'est également une institution qui forme de futures institutrices à côté de deux autres établissements, l'école Bischofsheim, qui est fondée en 1872, et qui, on voit vraiment la manière dont ces établissements s'ouvrent à des métiers plus larges, hein, pour les femmes qui ont besoin d'une instruction. On forme les institutrices de l'AIU, mais aussi des jeunes filles qui vont dans les métiers de commerce et aussi des ouvrières dans les métiers du luxe. Et le troisième établissement qui est à Neuilly, non là c'est oui, mais ça va Isaac, ça va aller à Neuilly après. Là vous voyez le bulletin d'études d'une jeune fille qui, comme elle s'appelle Rebecca, comme moi, ça m'a intéressée. Vous voyez la nature de la formation qu'elles ont dans cet établissement qui correspond à un bon niveau, hein, d'une pension d'une institution pour jeunes filles dans ces années du dernier quart du 19e siècle. Évidemment, l'hébreu, c'est lié au statut juif de l'établissement, mais sinon, vous voyez, il y a un mélange
ce qu'on appellerait à cette époque les humanités modernes, hein, tout ce qui est histoire, géographie de la France, donc pas les humanités classiques, mais aussi dessin que j'aurais pas dû mettre en deux. Ah non, si, dessin linéaire, peinture, danse, solfège, etc., liés à des femmes. Et là, la petite Rebecca, elle n'est pas bien notée, hein, parce que elle a de bonnes notes, hein, mais sans doute vous ne pouvez pas lire là, mais ce qui est écrit, c'est « élève très prétentieuse, se croit supérieure à tous ses professeurs, caractère très difficile ». Donc vous voyez quand même qu'on les juge sérieusement dans ces établissements, si ce n'est que sur le contenu, sur leur caractère moral. L'autre figure, alors là, il s'agit plutôt d'établissements un peu spécifiques dans le paysage parisien. Un autre de ces établissements, c'est le Collège Sévigné, mais avant de dire un mot du Collège Sévigné, qui existe encore aujourd'hui, je voudrais dire un mot sur Mathilde Salomon, parce qu'on voit dans son parcours quelque chose qui est très emblématique de ce moment quand les femmes s'investissent dans ce métier d'enseignante alors qu'il n'y a pas des écoles normales pour les former et qu'elles se forment sur le tas en étant des sous-maîtresses, en étant des maîtresses adjointes auprès d'autres maîtresses de pension. Donc Mathilde Salomon, qui marque un peu l'histoire de l'enseignement privé à Paris, elle a, avant de prendre la responsabilité du Collège Sévigné, qui est créé en 80, elle prend la responsabilité en 83. Vous voyez qu'elle passe d'un pensionnat boulevard de Neuilly. Elle va ensuite ouvrir un cours, donc il y a 100 élèves internes dans le 9e arrondissement. Ensuite, elle ouvre un pensionnat rue d'Amsterdam, à cheval sur le 8e et le 9e, et ensuite un externat. Parfois des ouvertures qui durent très peu de temps, hein, comme celui du rue d'Amsterdam, parfois pendant 9 ans, le premier pensionnat. Et donc, il y a une grande mobilité, hein, une mobilité qui est liée à plein de facteurs, qui peut être liée au fait que l'établissement a du succès, donc il y a trop de clientèle, il faut trouver un établissement plus grand. Hein. Ça peut aussi lier à des revers de fortune, ce que je verrai dans mon dernier cas. Ça peut être lié à des incidents de la vie sur lesquels je n'ai pas beaucoup d'éléments, mais ce n'est pas un métier facile, hein, pour ces femmes, parce que je n'ai pas insisté sur la dimension managériale de cela, mais à chaque fois, il faut louer un établissement. Souvent, on achète une clientèle. Quand il y a un internat, il y a une domesticité impliquée. Vous pensez bien le travail de s'occuper, de fournir de la nourriture à une cinquantaine d'internes. Donc, c'est quand même des établissements qui sont de petites entreprises, hein, qui marchent plus ou moins bien, hein. Alors, on trouve aussi bien aux archives nationales qu'ici aux archives départementales des éléments sur le cours. Et là, vous voyez qu'elle avait fait imprimer, sans doute, quand elle était dans son premier établissement. Donc, elle barre parce qu'elle est maintenant rue d'Amsterdam. Et vous voyez que c'est un établissement, c'est les années 70, hein, avant que les lois républicaines instaurent les lycées et les collèges de jeunes filles ou des établissements de formation pour les professeurs femmes, qu'elle est
clairement dans une optique de préparer des femmes aux examens de l'hôtel de ville. Et c'est l'une des caractéristiques de cette offre de Mathilde Salomon, qui va être l'une des premières au début du XXe siècle à proposer une préparation au baccalauréat, alors que les collèges et les lycées de jeunes filles ne le préparent pas. Donc c'est quelqu'un avec des ambitions intellectuelles pour les jeunes filles, des ambitions intellectuelles qui visent une forme de préparation à la vie d'enseignante. Et ici, aux archives, vous trouvez les différents des rapports d'inspection sur certains de ces établissements. Alors, je ne vous les lis pas, mais je vous donne juste un aperçu de la nature de ces inspections qui peuvent être extrêmement sommaires et parfois sont extrêmement détaillées. Ça dépend beaucoup de la personnalité de l'inspectrice, parce que ce qu'il y a avec le développement de cette professionnalisation pour les maîtresses de pension, il y a aussi la professionnalisation de l'inspection féminine qui est assurée par des femmes depuis les années 1830. Alors, je voudrais terminer avec la personne sur laquelle je travaille maintenant, mais qui est aussi quelqu'un qui m'intéresse depuis très longtemps. Cette Joséphine Bacheleri est mon prospectus préféré de trouver dans les archives, parce que c'est un prospectus qui doit dater fin des années 1840, donc je reviens un peu en arrière par rapport à Mathilde Salomon. Ce que je trouve assez remarquable dans ce prospectus, c'est à la fois l'effort d'attirer une clientèle, donc cette volonté de montrer que l'espace est clos. On arrive avec un omnibus, c'est l'une des innovations de Madame Bacheleri, c'est de prendre en charge un omnibus pour aller chercher des externes qui habiteraient un peu loin pour qu'elles ne se promènent pas dans les rues de Paris. Un espace avec de la verdure, mais les jeunes filles bien rangées comme il le faut, donc bien prises en charge. Un espace de gymnastique très tôt. Elle est préoccupée par l'éducation physique des jeunes filles. Elle met en avant la calisthénie. Et puis un établissement qui est imposant et clairement, comme le plan le montre, divise les différents espaces en fonction de leur utilisation. Alors, je suis allée pour la journée du patrimoine, donc dimanche, sur les lieux pour essayer de voir ce qu'il y a au 52 rue Rocher. Et j'aurais dû faire ça depuis bien longtemps. C'est l'emplacement du lycée Racine maintenant. Donc, en fait, c'est un lieu et c'est dans une rue, la rue du Rocher, où il y a énormément d'établissements d'enseignement dès les années 1840. Le plan architectural permet de voir qu'il y a des classes tout ensemble. On sépare les espaces, les dortoirs qui sont à l'étage. La maîtresse de pension est là avec son salon et sa chambre à coucher. Et puis, il y a ici des données, ils ont l'eau de ville, donc ils mettent en avant la modernité de leur établissement à cette époque. Ils précisent que ça, c'est les écuries, même si je vois très difficilement comment on fait descendre en sous-rez-de-chaussée des chevaux. Mais donc c'est une petite complexité que peut-être... j'en ai discuté avec une architecte, mais je ne sais pas si c'est réaliste. À cette époque où elle réalise ce prospectus, elle a 50 pensionnaires et environ 40 externes. Donc, c'est un gros établissement accueillant presque la centaine de jeunes filles.
Joséphine Bacheléry enseigne elle-même dans son établissement et n'est pas que la directrice. La grammaire, l'histoire sainte, l'histoire de France, l'histoire naturelle et la littérature. Et elle a en tout 21 enseignants qui viennent à divers moments dans son établissement pour enseigner. 6 professeurs hommes, encore 6 autres pour les matières un peu classiques, 6 professeurs hommes dans les arts, 5 professeurs femmes dans les arts et 4 sous-maîtresses. Donc elle est vraiment à la tête. J'ai parlé à plusieurs reprises d'une entreprise. Je n'exagère pas le fait qu'elle a la responsabilité d'un grand nombre de personnes. Alors moi, je la connaissais depuis très longtemps parce que c'est aussi l'une des très rares maîtresses de pension qui publie et qui publie sur l'éducation. Alors c'est le fait que vous ne pouvez pas le lire, c'est pour vous montrer qu'elle a quand même publié pas mal. Mais ce que j'ai trouvé très rapidement et ce qui est également en ligne sur Gallica, c'est ces lettres sur l'éducation des femmes, publiées en 1848, qui est clairement, dans la première moitié du XIXe siècle, la réflexion la plus approfondie sur l'éducation des femmes. Il s'agit en fait de lettres qu'elle a publiées en amont, certains presque 5-6 années avant, sur l'éducation des femmes, mais aussi sur l'éducation professionnelle des femmes, sur la vocation de l'enseignement, sur la vocation des femmes artistes, sur la vocation plusieurs articles sur la vocation des femmes artistes. Et donc, d'emblée, elle parle de l'importance de développer l'éducation des filles, non seulement pour former de bonnes épouses et de mères, mais aussi pour former de futures femmes qui vont vivre de ce qu'elles ont appris dans la culture, dans l'art et dans l'enseignement. Elle a aussi publié pas mal de ses discours de fin d'année. Donc ça, c'est clairement une façon d'attirer une clientèle. On organise une grande fête à la fin de l'année. On invite les parents pour entendre les jeunes filles réciter, chanter, danser, etc. Et puis, elle prononce un discours qui donne un peu le ton de son établissement. C'est une femme qui est connue aussi parce qu'elle intervient avec les autorités publiques et notamment elle intervient par rapport aux différents règlements qui sont mis en place dont je vous ai parlé tout à l'heure et elle va écrire une lettre au professeur Lévi Alvarez quand on va nommer des inspectrices de la ville de Paris, parce qu'elle est scandalisée, parce que ces inspectrices sont nommées parce qu'elles sont des femmes de bonne famille et en général des épouses d'eux. Et elle dit c'est un métier, il faut des qualifications pour enseigner. Le moindre des choses, c'est d'avoir des inspectrices qui ont ces mêmes qualifications. Donc, en quelque sorte, elle est outrée à l'idée qu'elle va être évaluée et jugée, inspectée par des femmes qu'elle juge incompétentes par rapport à un métier qu'elle considère qu'est un métier, une vraie profession qu'il faut professionnaliser. Elle est aussi relativement anticléricale par rapport aux religieuses qui ne subissent pas les mêmes inspections qu'elle. Donc ça va être l'une des leitmotifs des maîtresses laïques, c'est de dire c'est pas juste, les congrégations on leur permette d'ouvrir des établissements simplement en disant « je suis sœur de la doctrine chrétienne, donc je n'ai pas besoin de passer un examen », alors qu'elles sont obligées de passer des examens. Et donc, elle va agir sur le processus de professionnalisation et en 1948 en particulier, elle va envoyer au ministre de l'Instruction publique, qui est Hippolyte Carnot, un projet d'école normale professionnelle du degré supérieur, comme elle écrit, et qui est clairement la volonté de créer une école normale supérieure, comme il existe pour les hommes, et qui devra attendre 1880 et la création de l'école normale de Sèvres, parce que
Hippolyte Carnot est rapidement mis de côté avec l'évolution conservatrice de la Seconde République et le projet de Joséphine Bachelet tombe dans les tiroirs, mais ne tombe pas dans l'oubli, parce que elle va rester les premiers républicains sont conscients de son initiative et de sa volonté de vraiment créer, comme pour les garçons, une formation qui permet de former des femmes pour prendre en charge des établissements de type secondaire. Elle va en 1850, alors que le climat politique est nettement plus conservateur, créer une société avec des souscriptions qu'elle appelle l'Institution des mères de famille. Bon, pour moi, ce titre est un peu une indication qu'elle comprend que le vent a changé. Donc, ce n'est pas une école normale supérieure professionnelle, mais une institution des mères de famille. Mais vous voyez que son objectif, c'est de faire acquérir aux jeunes filles les vertus et les connaissances nécessaires aux mères de famille et de leur offrir les moyens de se préparer aux professions qui sont les plus convenables aux femmes. Et du coup, en 1851, donc une année après, on trouve cet dessin humoristique de la pension Bachelet que j'ai découvert grâce au Retro News, qui est un service proposé par la Bibliothèque nationale, et que je trouve assez... disons, ça nous montre que quand même, c'est pas seulement les historiens intéressés par l'éducation des filles qui pensent qu'elle est importante, que quand on va parler des pensionnats de filles, c'est la pension Bachelet qui est mise en scène. Là, pour la critiquer. Donc ça, c'est son omnibus qui emmène les jeunes filles. Mais clairement, ce qui est suggéré ici, c'est qu'elle crée une hiérarchie dans les jeunes filles qu'elle admet. Et donc, il y a une pièce satirique associée. Et ça doit être une jeune fille de milieu un peu moins aisé qui n'a pas le droit d'être dans l'omnibus. Il doit courir derrière. Donc, une réflexion sur la manière dont cet enseignement produit des hiérarchies sociales et n'est pas évidemment ne vise pas une forme d'égalisation comme d'autres discours pourraient le penser. Alors cette institution des mères de famille, moi on trouve tout un document précisant son organisation et les personnes, elle crée un conseil de perfectionnement. Et ce qui est intéressant dans ce conseil de perfectionnement, où on trouve des femmes et des hommes, c'est qu'elle est vraiment dans cet effort de mobiliser le who's who de l'enseignement sur la place parisienne, que ce soit des chefs d'établissement, que ce soit des religieux, catholiques comme protestants, que ce soit des personnes dans les milieux les plus innovants pédagogiquement. Ce Jules Delbrec, qui est directeur de la revue de l'éducation nouvelle, que ce soit des hommes de lettres, des personnes liées au monde de l'art. Donc vraiment, elle cherche à avoir un soutien extrêmement large. Et du côté des femmes, c'est la même chose. Baye Mouillard, c'est quelqu'un qui écrit de la littérature de jeunesse. Rosa Bonheur, c'est la peintre, l'une des premières femmes avec la Légion d'honneur. Il y a des femmes qui œuvrent dans des crèches, il y a d'autres qui ont des cours, d'autres qui sont de simples institutrices, d'autres qui sont ses anciennes élèves. Et puis, Madame Pape Carpentier, qui est la grande... directrice de l'école normale des salles d'asile. Excusez-moi, j'ai oublié, c'est pas les asiles, mais c'est les salles d'asile pour les petits enfants. Madame Rudet, la femme de Georges Rudet, qui est dans son comité de perfectionnement. Alors, cette institution ne dure pas. Et elle va, en 1953, elle met les clés sur la porte, elle est obligée de vendre son établissement et elle va partir en province pour des raisons que je n'ai pas réussi à élucider. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui
qui était très connu, et puis qui sera connu aussi, qui reviendra à Paris dans les années 60, mais il y a visiblement un passage à vide. Est-ce qu'elle a vu trop grand? Est-ce qu'elle a fait des frais qui ne lui ont pas permis de tenir l'espoir de son institution? Je n'en sais rien. Mais elle est intéressante aussi parce que c'est quelqu'un qui accueille dans son pensionnat Joseph Jacotot, qui est le grand théoricien de ce qu'on appelle l'enseignement universel et qui est très en vogue dans les milieux radicaux des années 30 et 40 à Paris, parce qu'il proclame l'égalité des intelligences. Et cette égalité des intelligences, c'est quelque chose qui séduit beaucoup les femmes, parce que du coup, les femmes peuvent prétendre à l'égalité des intelligences, mais ça séduit beaucoup tout un courant de socialistes dans les années 30 et 40 qui voient avec Jacotot les promesses d'une société moins inégalitaire. Et Joséphine Bacheléry est amie avec celui qu'elle appelle ce bon vieillard. Jacotot vient dans son établissement. Elle emmène ses filles et ses élèves chez Jacotot. Et je pense que c'est sans doute l'un des seuls lieux où on peut avoir une idée de comment se met vraiment en place cette pédagogie qui a fasciné les gens en sciences de l'éducation à partir d'un livre de Jacques Rancière qui s'appelle « Le maître ignorant » dans les années 1880. Alors, on peut avoir un aperçu de cette pédagogie parce que la famille a eu l'excellente idée de donner les archives familiales aux archives départementales il y a maintenant 2 ans. Et dans les archives familiales, il y a un journal de la famille tenu beaucoup par Joséphine Bacheléry, mais à la fin par son mari Félix Bacheléry, et qui est que moi j'ai trouvé absolument passionnant, qui donne un tout autre regard sur ce que ça doit être d'être une maîtresse de pension. Alors, je dois dire que quand j'ai commencé à le lire, j'étais très déçue, parce que moi, je pensais découvrir la genèse d'une maîtresse de pension féministe et essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait qu'elle a pris cette parole publique pour défendre l'éducation des filles. Le journal va commencer en 1935. Elle a 2 filles. Elle est encore à Clermont-Ferrand. Isor a 4 ans et Alice a 2 ans. Et c'est vraiment un récit destiné à ses filles. Elle appelle ça le journal c'est le journal d'Isor et d'Alice. Et c'est beaucoup d'éléments sur les petits bobos des filles, les jouets au moment des anniversaires, donc énormément de choses sur la toute petite enfance, avec ces idées quand même par rapport à comment on éduque ces jeunes filles. Et puis, à fur et à mesure qu'elle tient son journal, inévitablement, le pensionnat intervient. Il déménage à Paris, elle a de plus en plus de monde dans son pensionnat, de plus en plus de responsabilités. Elle doit jongler entre une volonté de transmettre quelque chose à ses filles qui va leur parler et le besoin de raconter ce qu'elle vit en tant que maîtresse de pension. Et vous voyez quelques extraits dans ce PowerPoint où vous voyez que le mari, parfois, il intervient, il est peintre, il va faire des croquis des petites filles dans le journal. Il va aussi progressivement... on voit que le projet d'écriture
change. Donc elle dit au début que je tiens cependant autant que possible ce journal. Je veux qu'un jour nos enfants retrouvent là leurs premières impressions et puissent suivre un à un les progrès de leur développement. Et puis, il y a un projet pédagogique. Elles le continueront, le journal, ensuite, et s'habitueront de bonne heure à se rendre compte de leurs pensées et à les exprimer toutes, sans détour et sans hésitation. Donc, elle a un projet pédagogique, un projet d'histoire de la famille. Et puis, progressivement, ça devient plus matière à faire l'histoire du monde éducatif et des projets par rapport à l'éducation des filles dans ce journal qui est aussi extrêmement volumineux. Et du coup, là, vous voyez, il y a un extrait, il y a des animaux aussi. Le chien, assez peu, les chats, un petit peu plus. Et beaucoup, cette petite Isor qui, hélas, on la voit grandir et puis à 14 ans meurt. Donc on a aussi un récit des deuils, des maladies enfantines, mais aussi des maladies bien plus terribles qui va prendre la vie de 2 de ses enfants pendant la période où elle écrit. Et donc, je voulais terminer avec ce journal que j'ai tout lu, mais que je n'ai pas du tout fini d'exploiter, en témoignant un peu du sens d'humilité que ça m'a donné de découvrir ce fond. Parce qu'il n'y a pas que le journal dans le fond ici, il y a aussi tous ces cahiers qu'elle a tenus pour écrire des cours d'histoire, par exemple. Moi, je pensais vraiment bien connaître Joséphine Bachelery avant de découvrir ce fond. Je crois que cette capacité de comprendre le passé est toujours liée aux sources qui sont disponibles. Et la découverte de ces sources familiales, évidemment, change le regard que je peux avoir sur elle. Surtout me révèle des facettes de cette personnalité que je ne pouvais pas connaître. Cette figure de mère, cette figure d'épouse, cette figure de femme qui souhaite laisser une trace privée, écrite pour sa famille, mais sans doute aussi pour autre chose. On peut se poser la question de pourquoi la famille a préservé aussi fidèlement depuis 1800. Dernière entrée en 1852, c'est quand même déjà 150 ans que la famille a gardé ce mémoire. Et je dirais que ce journal m'incite à dire, moi je me suis beaucoup intéressée à la face publique des maîtresses de pension, à cette volonté d'agir dans l'espace public, être écoutée, et que le journal me ramène vers toute la complexité de l'être humain, qu'au fond, il faut aussi prendre en compte pour comprendre ce passé, le privé, ces expériences de maternité, les expériences de deuil, les moments de joie. Le journal témoigne beaucoup plus de fatigue, je dirais. Peu de conflits dans le couple, mais là, est-ce que c'est un choix d'écriture et de ce que ça fait d'être une femme mariée avec enfant quand on souhaite être une femme professionnelle aussi. Donc, je termine sur cette note d'humilité, même si je pense connaître beaucoup de choses sur les maîtresses de pension. Il y a encore beaucoup de choses encore à apprendre. Donc, je vous remercie de votre attention. Il y a des questions dans la salle. Merci de parler bien fort pour qu'on puisse éventuellement les entendre dans l'enregistrement. Il me semble qu'en 1880, c'est la loi Quénisset qui ouvre l'enseignement aux jeunes filles dans les lycées. Est-ce que ça a changé quelque chose par rapport aux pensionnats ? Alors, j'ai dans le public une de mes doctorantes, Maude Delebarre, qui
Alors, on a tendance à on s'est très peu intéressé à ces établissements privés qui continuent d'exister après la loi Camisset. Évidemment, ces établissements sont beaucoup plus nombreux que les quelques lycées établis à Paris. En 1983, c'est le premier avec le lycée Fénelon. Il y en a 3 avant la Première Guerre mondiale de lycées de filles à Paris. Donc évidemment, ça change le paysage, mais je pense qu'ils doivent composer les uns avec les autres. Et ce qu'on voit avec une initiative comme le Collège Sévigné, c'est qu'il se met, Mathilde Salomon, mais le Collège Sévigné, c'est un créneau précis qui est de former les jeunes filles au baccalauréat, par exemple, ou va comprendre qu'il y a un enjeu à former les femmes pour des diplômes, alors que les lycées ne forment pas au baccalauréat. Moi, je pense que beaucoup de ces établissements continuent. L'établissement de la Mademoiselle Legrand continue jusqu'en 1902, par exemple, mais on n'en sait pas énormément de choses. Et Madame devant vous me disait qu'elle avait été instruite dans un établissement, là, pour le coup, privé et congréganiste en province. Mais quand je discute avec des personnes qui sont un tout petit peu plus âgés que moi, beaucoup ont vécu des scolarités dans des établissements privés qui ne sont pas si éloignés de ces établissements. Donc, je pense qu'elles continuent à exister en devenant plus spécialisées sur certains qui sont vraiment pour former de bonnes épouses. Et parce que le lycée, c'est quand même un profil un peu particulier, les jeunes filles qui vont au lycée. C'est plutôt des filles de fonctionnaires, des filles qui vont plus protestantes, alors que les catholiques vont peut-être plutôt préférer des établissements privés. Mais peut-être Maud aurait plus de choses à dire, ou à terme aura plus de choses à dire. Information, mais il y a une forme de structuration en fait de ces établissements qui effectivement se spécialisent à la fois pour offrir en fait le programme d'enseignement des garçons aux jeunes filles, parce que les lycées publics ne proposent pas, proposent aussi des formations professionnelles. Ouais. Et à côté, effectivement, certains établissements sont clairement à destination des jeunes filles de la haute bourgeoisie catholique, où là, on a la volonté de former des épouses et de leur assurer une culture littéraire et artistique suffisante. Mais il y a vraiment une variété et une structuration des offres. Et ce qui, je trouve, est intéressant, c'est que par rapport au statut en fait, de ces pensions, moi, j'ai des statuts qui sont des sociétés anonymes avec des comités de patronage, etc. Donc, la structure est assez différente au niveau juridique. Et un autre type d'établissement qu'on voit pas mal et qui est dans le corpus de Maud aussi, mais que moi j'ai vu aussi, des établissements pour des étrangères, donc des Anglaises qui viennent à Paris pour apprendre le français, apprendre les manières françaises. Et ça va continuer. Les premières étudiantes à l'université française, c'est surtout des étrangères. Et ça, c'est clairement préparé par des établissements comme l'établissement de Mademoiselle Ray que j'ai mentionné. Il y a des jeunes filles russes qui sont dedans. Et donc, il y a des établissements qui ciblent des populations comme ça. Donc, il y a vraiment une grande variété et qui devient, avec dans le dernier quart du 19e siècle, de plus en plus d'établissements qui visent des petites niches, comme les écoles pour devenir comptable ou des petites, les métiers du bureau, ce genre de choses. Je ne sais pas trop comment est-ce que les jeunes filles faisaient valoir, comment elles pouvaient faire valoir ces études, à la fois professionnellement, il n'y a pas de je ne sais pas si on a des traces
comment on fait valoir un cursus dans une de ces écoles, à la fois dans le plan professionnel et peut-être sur le plan social. Est-ce que c'est mieux d'épouser une jeune fille qui sort du Séguier ou d'un autre? Comment on sait, comment elles font la pub de cette scolarité? C'est difficile de savoir. Alors, c'est vrai qu'on sent un petit peu ces mises en avant quand elles veulent ouvrir un établissement. Il faut qu'elles montrent leur trajectoire, hein, donc les 10 dernières années avant. Donc, c'est ça qui m'a permis de voir cette trajectoire de la sous-maîtresse, la maîtresse adjointe, etc., etc. On a des traces un peu par-ci, par-là. On voit George Sand, mais sa fille Solange, avec laquelle elle a une relation très compliquée. D'abord chez une maîtresse de pension qu'elle trouve ne sert pas assez sa fille, qui a du caractère, et donc elle la met chez Madame Bascans. Donc c'est clair qu'il y a des figures qui sont reconnues, hein, dans la société comme formant des filles, ça parle dans leur milieu. Joséphine Bacheléry, par exemple, elle a la fille, donc elle est clairement quelqu'un de gauche, associée avec un milieu un peu socialiste. Pauline Roland, qui sera exilée en Algérie pour son implication dans sa protestation par rapport au coup d'État de Louis-Napoléon. Va laisser sa fille Irma avec Joséphine Bacheléry. Donc elles se font, les maîtresses de pension se font connaître. Mais j'ai inclus, je pense, dans le livre, il y a un cahier photo. Une de mes anciennes étudiantes m'avait trouvé une superbe image d'une jeune fille décédée tôt. Donc vous pouvez peut-être le voir un petit peu là. Donc c'est à la mémoire d'Eugénie Cattel, décédée dans sa 19e année en 1865. Et au-dessus, il y a indiqué qu'elle a... Maintenant, je n'arrive pas à le lire, mais qu'elle a une médaille d'enseignement. Non, oui, qu'elle a un brevet de capacité. Alors, ça ne dit pas où elle l'a obtenu, mais très certainement dans un établissement. Mais c'est vrai que on voit peu les élèves. Dans les archives, on voit bien plus les enseignantes. Hein, donc, c'est plus difficile de savoir ce que font les élèves, sauf si elles deviennent enseignantes. Oui. Vous avez parlé de Joséphine Bacheléry, qui était mère de famille. Je pense qu'à l'époque, c'était assez exceptionnel déjà d'être directrice de pensionnat. Est-ce qu'en général, elles étaient mères de famille, au contraire, elles étaient célibataires, elles étaient vouées à leur pensionnat? Alors, vous posez la question de dire que la plupart de ces maîtresses étaient célibataires. Et... en fait, c'est ça, mon enquête sur les mariages montre que quand même 60% sont mariés. Donc, elles sont majoritairement mariées. Alors, je n'ai pas fait cette enquête pour savoir combien avaient des enfants, mais c'est ça qui était la grande surprise de la lecture de ce journal, c'est à quel point moi je n'ai jamais pensé aux enfants de ces... Alors peut-être c'est très exceptionnel, mais elle n'est pas du tout exceptionnelle en étant mariée. Elle n'est pas exceptionnelle non plus en étant avec un mari qui enseigne dans son pensionnat, comme le fait le sien. Et donc, du coup, je me dis que ça se rapproche de ces couples dans le commerce qui travaillent ensemble, où la femme est souvent pas reconnue dans les recensements comme étant commerçante. Mais de fait, elle est là, elle tient la boutique et en même temps, elle élève les enfants, peut-être avec des nourrices, peut-être avec des domestiques. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment très fascinant dans ce journal, parce qu'on voit bien les choix qu'elle fait par rapport qu'est-ce qu'elle fait parce qu'elle accouche de 3 enfants pendant qu'elle a un pensionnat. Et qu'est-ce qu'on fait avec son enfant qu'on allait? Est-ce qu'on allait
dans un premier temps, non. Elle décide que ça va être quand même un peu encombrant d'avoir l'enfant. Donc, elle met l'enfant en nourrice. Mais elle n'a pas de bonnes expériences avec les nourrices. Donc, et puis, l'un de ses enfants va mourir à 8 mois, alors qu'il est encore en nourrice. Et donc, quand elle a son dernier enfant, en 1945, elle fait le choix de le garder chez elle, de l'allaiter, et elle explique tout ça. Et donc, on voit des transformations dans les façons des femmes vis-à-vis de la maternité. Il y a des histoires des nourrices et tout ça, mais moi, j'ai rarement vu l'explicitation de ces choix, mise en nourrice ou pas mise en nourrice. Et ce n'est pas une question de plus ou moins aimer ses enfants, mais c'est vraiment très lié au fait qu'elle a une activité qui est très prenante. Et puis, au bout d'un moment, c'est quand même la vie de l'enfant qui va primer sur cette activité très prenante. Mais oui, si j'ai terminé avec mes surprises, c'est un peu un appel à dire l'histoire est toujours... On pense bien connaître un sujet et puis on découvre toujours des choses qu'on n'imaginait pas parce qu'on ne se posait pas ces questions-là. Et je pense que pour les femmes, les personnes qui travaillent sur les femmes qui travaillent, on a un petit peu tendance à regarder le travail parce que c'est ça qu'on trouve est la conquête, le fait de travailler, d'être rémunéré, d'être reconnu, d'avoir des diplômes et tout ça. Et on a tendance à oublier ce qui est le lot de toutes les femmes, de s'occuper de la maison, etc. Parce qu'au fond, ça nous a moins intéressés, nous, en tant qu'historiennes. Et là, vraiment, ce projet me titille dans ses choix de qu'est-ce que je regarde, qu'est-ce que je décide d'investiguer. Alors, avec mon beau-père, on ne s'était pas posé la question des enfants. Mais c'est un travail aussi assez titanesque, ensuite de dire combien d'enfants ils ont eu, est-ce qu'ils restent, mais un travail qui serait passionnant. Qui n'a rien à voir, je veux savoir comment étaient financés ces pensionnats. Est-ce que c'était uniquement on payait parce qu'on était un enfant? Et quand vous nous dites qu'il y a beaucoup d'établissements qui ont disparu, vous nous avez dit en début de cours, est-ce que c'est pour des raisons financières ou est-ce que c'est dû à d'autres raisons? C'est des établissements qui sont payés par l'écolage, comme on dit, des familles. Donc oui, on paye et c'est relativement cher pour être notamment en pension. Et c'est une économie qui est clairement très fragile, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, d'ailleurs. Alors, il y a parfois des jeunes filles qui sont prises sans payer, mais c'est dans une économie de donnant-donnant. Par exemple, dans l'établissement Bachelerie, elle va prendre une petite fille parce que leur fils, ils décident de le mettre dans un pensionnat de garçons, pas très loin, et donc ils prennent la fille des gens qui tiennent le pensionnat de garçons. Et donc il y a ce type de choses. On voit, elle prend... mais globalement, oui, c'est ça qui fait que c'est des établissements destinés au moins aux classes moyennes, plutôt bourgeoises, parce qu'il faut payer pour y aller. Et les chèques on trouve aussi les déclarations de faillite. Donc oui, elles font faillite et on voit aussi les annonces quand elles veulent partir, elles vendent des clientèles. Donc Joséphine va s'engager à un moment pour 30 000 francs à l'époque pour prendre un pensionnat qui était dont la maîtresse prend sa retraite en quelque sorte, même si la notion de retraite est un peu relative, et elle va payer pour garder la clientèle, un peu comme chez les notaires, ce genre de choses.
Oui. C'est systématiquement du pensionnat ou il y a des externes Oui. Non, c'est pas systématiquement. Il y a des externats et certainement le nombre d'externats est en augmentation à fur et à mesure pendant le siècle. Moi, je me suis intéressée au pensionnat parce que je m'intéressais à ces expériences un peu totales de formation. Et parce qu'en général, les pensionnats génèrent un peu plus d'archives que les externats. Disons, si je suis spécialiste sur ce sujet, c'est aussi un peu fonction des sources. Il y a moins de choses sur les écoles primaires. Et quand il y a des choses sur les milieux plus populaires, c'est souvent parce qu'ils sont pris en charge dans des structures qui doivent rendre compte des élèves. Alors, ces inspections, c'est évidemment plus... alors, les externats ont des inspections, mais on est moins préoccupé par les externats parce que les problèmes de moralité, de bonne nourriture, tout ça joue moins dans un externat.